Madame, Monsieur, bonsoir. Élections ou pas en Libye. Maintes fois différer les élections générales censées clore une interminable phase de transition et doter le pays d'un gouvernement légitime et unifié sont prévues le 24 décembre prochain. Mais une nouvelle fois, la tenue de ce scrutin crucial est menacée pour cause. Selon le Haut Conseil d'État libyen, si ce scrutin venait à avoir lieu comme prévu, eh bien ces résultats ne seraient pas acceptés. Parmi les candidats, rappelons-le, les plus en vue à cette présidentielle libyenne figure Saif Islam Kadhafi, le chef du gouvernement intérimaire Abdelhamid Dbeibah, le maréchal Khalifa Haftar ainsi que l'ex-ministre de l'Intérieur Fathi Bashara. Et la liste est plutôt longue, elle compte plus de 30 candidats. Si ces élections n'ont pas lieu, le spectre de la reprise du conflit armé plane sur un pays qui se déchire depuis la destitution du président Kadhafi en 2011. Nous analysons la situation ce soir en compagnie du professeur Khalid Chegraoui, vice-doyen de Sciences Po, Relations internationales à l'université Mohamed VI Polytechnique, et Aziz Saïdi, journaliste et consultant média. Ensuite, pour la deuxième partie, nos invités restent avec nous et nous traiterons de deux autres menaces qui planent sur le continent, les crises au Mali et en Guinée. C'est d'ailleurs les principaux sujets du 60e sommet ordinaire de la CEDEAO tenu ce 12 décembre à Abuja au Nigeria. Les 12 chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont rejeté tout prolongement de la transition au Mali sous la botte militaire depuis un double coup d'État en août 2020 et en mai 2021. Les mêmes dirigeants ont unanimement réitéré leurs exigences de scrutin présidentiel et législatif au 27 février prochain plus tard. Le cas échéant, des sanctions additionnelles à la nature non encore dévoilées viendront s'ajouter à celles déjà prononcées il y a un mois. La CEDEAO a par ailleurs décidé de maintenir les sanctions contre la junte qui a pris le pouvoir en Guinée le 5 septembre dernier. Ils ont réclamé un calendrier de retour des civils à la tête du pays. Le point sur les outputs de ce sommet de la CEDEAO ainsi que de l'avenir de la situation dans la région en compagnie donc de mes invités auxquels se joindra depuis Dakar Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute African Center for Peace Studies. Mais avant, cap sur la Libye. J'ai le plaisir d'accueillir par Skype professeur Khalid Chegraoui ainsi que Aziz Saïdi. Bonsoir messieurs, merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Bonsoir Khadija, ravi de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Alors, si on parlait du climat qui règne en Libye avant la tenue de ces élections, professeur Chegraoui, un mot sur la situation aujourd'hui en Libye, surtout en situation sécuritaire. Déjà, la situation elle est extrêmement difficile et il y a comment dirais-je, une sorte de brouillard qui gêne une vision claire et nette de ce qui se passe en Libye, avec un embouteillage terrible concernant les élections et tout ce beau monde qui s'est présenté aux élections, avec une vision extrêmement non claire de ce qui va se passer prochainement, avec des décisions d'une commission qui a été nommée pour statuer sur la question des élections, mais avec des tribunaux régionaux qui ne cessent de rejeter les décisions dites centrales, et bien sûr avec un problème de sécurité extrêmement difficile à gérer du moment que les milices sont toujours en activité et Dieu sait le nombre qui ne cesse de se multiplier au niveau de la Libye, avec une armée à l'est qui a ses propres milices, qui a ses propres prérogatives, et un ensemble de coalitions militaires à l'ouest, bien sûr par contre à l'est, et qui sont en train de gérer un peu cet espace. Au fait, en réalité, le gouvernement soi-disant central est reconnu sur le plan international à Tripoli, ne gère qu'une partie de la capitale, avec énormément de forces qui gèrent les espaces libyens. Et en réalité, on est devant une situation presque de séparation de l'espace libyen entre un est dépendant du général Haftar et d'un certain nombre de forces locales liées à certaines présences plus ou moins orientales, que ce soit de l'Égypte et d'autres forces arabes, avec une sorte
de manigance et d'intervention occidentale qui voit d'un certain bon œil la présence de ce militaire dans cet espace peut être capable à ses yeux de maintenir la paix éventuellement, et un Ouest reconnu certes internationalement, mais qui n'a pas les moyens de s'imposer et qui est aussi lié à certains agendas politiques, principalement de la Turquie et autres. Donc, on est dans une situation de guerre par proxy non déclarée au niveau de la Libye, avec une absence ou peut-être, je dirais, une sorte de non-action réelle des Nations Unies, parce qu'on est aujourd'hui dans une forme de discussion à propos de la nomination d'un autre envoyé spécial, du moment que l'ensemble des envoyés spéciaux dans la région n'ont pu régler la complexité de ce problème en Libye. Donc ce climat tendu que vient de nous expliquer professeur Chegraoui, selon vous, Aziz Saïdi, est-ce qu'il y a de réelles menaces sur la non-tenue de ce scrutin crucial pour l'avenir de la Libye? Est-ce que ces divisions qui aujourd'hui sont là, enfin aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, ces divisions risquent-elles vraiment d'être un obstacle devant la tenue de ces élections? Parce que sans élections, il n'y a pas de paix, pas de démocratie et j'en passe. Oui, bien sûr, tout à fait. Enfin, je pense que la situation est un peu plus complexe et il y a de vrais doutes par rapport à la tenue des élections dans la date qui a été programmée. D'autant plus qu'on l'a su samedi, la haute commission pour les élections a reporté la publication des candidats. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas officiellement qui sont les candidats pour cette élection. On parle de plus de 90 candidats. On parle il faut dire que cette commission avait déjà publié une certaine liste en excluant des noms, notamment celui de Saif al-Islam Kadhafi, qui a réussi à faire tomber cette décision grâce à un arrêté du tribunal de Sebha, et que maintenant la situation est complètement floue. Donc, puisque la date programmée est dans 2 semaines, je vois mal comment on peut organiser des élections dans 2 semaines, sachant que les candidatures ne sont pas officialisées et que les candidats donc ne pourront pas bénéficier des 15 jours de campagne que leur garantit la loi. Donc la situation est un peu plus complexe. On l'a vu, comme l'a expliqué professeur Chegraoui, je pense que sur le terrain, la Libye est divisée. On le sait, l'Est est quasiment sous la coupole du maréchal Khalifa Haftar. L'Ouest est aussi divisé, et même les instances qui chapeautent le territoire libyen, à savoir le Parlement et puis le Haut Conseil d'État, ont eux-mêmes, et le gouvernement, ont eux-mêmes des positions divergentes. Hier, par exemple, on a appris que le gouvernement disait qu'il n'est pas question de reporter les élections et qu'on pourrait les organiser en temps et en heure. Alors que, comme vous l'avez dit en présentation, le mercredi dernier, le Haut Conseil d'État avait dit qu'il fallait reporter ces élections. Et en fait, le nœud du problème réside dans les lois électorales qui ont été promulguées par le Parlement, le Parlement qui est à Tobruk, et donc qui, dit-on, serait plutôt favorable aux candidats de l'Est, à savoir Khalifa Haftar et l'ancien président du Parlement. Donc pour l'instant, la situation est un peu plus floue, on ne peut rien augurer, et ça m'étonnerait que les élections puissent se tenir à la date fixée. Mais qu'on puisse les tenir, qui est on, en fait, en gros? Vous avez parlé bien sûr du Parlement, du poids du Parlement qui a mis en place ces lois électorales. Mais qui décide de quoi finalement? Qui décide de si oui ou non ces élections se tiendront bel et bien ce 24 décembre? Le problème justement est là, c'est qu'on a une Libye où il y a plusieurs instances, comme vous l'avez dit, le Parlement, le Haut Conseil d'État qui lui pousse vers un report, et puis le gouvernement qui veut y aller directement, et puis au milieu de tout ça, il y a la haute commission pour les élections qui elle est de plus en plus décriée, d'autant plus qu'elle a invalidé pas mal de candidatures, et que ces candidatures ont été revalidées par des tribunaux régionaux. Donc la situation est très très complexe. Très bien.
Un mot là-dessus, Khalid Chegraoui, sur justement qui décide de quoi aujourd'hui en Libye. C'est quand même ironique de parler de qui décide de quoi pour un processus électoral. Ben, effectivement, le grand problème aujourd'hui, tout le monde sait qui décide de quoi. En fait, qui décide, ce sont les chefs des milices. Le gouvernement, il est là juste pour la forme et justifier un certain nombre de comportements et d'intérêts de ces milices. Principalement à l'ouest, on sait très très bien que les gens des internes et que les gens de Masrata imposent vraiment leur dû à Tripoli. Et même à l'intérieur de Tripoli, il y a énormément de rivalité entre les différentes milices et les différents intérêts des groupes sociaux, parfois qui sont dans des nomenclatures un peu culturelles ou culturalistes, pour ne pas parler de considérations ethniques. Et même à l'Est, tout le monde sait que le véritable pouvoir est aux mains du maréchal Haftar. Éventuellement, il y a une certaine présence de Aqila Saleh et qui représente un certain nombre d'intérêts. Il y a d'autres milices qui s'intéressent principalement à leurs intérêts et plutôt ceux qui sont liés à la sécurité des puits de pétrole. On oublie un tout petit peu le sud qui joue un peu l'équilibriste entre l'Ouest et l'Est, avec des appartenances ethnico-religieuses extrêmement complexes, que ce soit les Toubous qui ont été plus ou moins rejetés, considérés comme des subsahariens, les Touaregs qui essaient de trouver leur espace parmi les deux belligérants de l'Est et de l'Ouest. Donc, au fait, en réalité, chaque groupe est en train de défendre ses intérêts et chaque fois que la Commission, le Parlement ou le Conseil d'État n'est pas en mesure de défendre les intérêts du groupe, on va vraiment voir que le groupe va s'opposer à ces décisions. Donc aujourd'hui, c'est sûr et certain que nulle élection ne va se passer sans le maréchal Haftar et même le fils Kadhafi est en train de monter en grade. Il y a de possibles négociations et discussions entre Saif al-Islam et le maréchal Haftar. D'un autre côté, on a les autres politiques qui sont en place. D'ailleurs, même si aujourd'hui les candidats n'arrivent pas encore à mettre en place leur campagne électorale, on sait tous que la majorité d'entre eux sont dans les réseaux sociaux, principalement l'ex-ministre de l'Intérieur Bachaga, qui a vraiment commencé et entamé déjà sa campagne électorale et assez vigoureuse, pleinement sur les réseaux sociaux. Et en fin de compte, il y a tous les différents agendas externes qui s'immiscent dans cet espace et où on n'arrive pas encore à vraiment dénouer qui est pour et qui est contre. Très bien. Bon, alors, qui est pour certainement la tenue de ces élections, c'est la communauté internationale, au vu bien sûr des challenges et bien sûr des enjeux monstres que représente la Libye, en l'occurrence des enjeux sécuritaires, mais pas que, des enjeux géostratégiques, comme vous le disiez un peu plus tôt, Khalid Chegraoui. Vous avez parlé d'une intervention de l'ONU. Alors aujourd'hui, où se place la communauté internationale dans l'avenir de ce scrutin législatif et en l'occurrence présidentiel? Est-ce que finalement la communauté internationale a son mot à dire? Je pense que la communauté internationale se trompe lourdement en pensant que des élections vont résoudre le problème. Au fait, des élections aujourd'hui en Libye ne vont faire que envenimer la situation du moment déjà. Parce qu'on oublie quand même que la Libye, depuis 1969 n'a jamais connu d'espace d'échange, d'élection et de choix à part ce qui a été imposé par le colonel Kadhafi. Il a fallu quand même pour la Libye, et il faut aujourd'hui pour la Libye qu'il y ait quand même une forme de reprise en main des discussions, de ce que c'est que élire quelqu'un, de qu'est-ce qu'une représentativité. Et je pense que ce n'est nullement une question de décision principalement imposée par la communauté internationale. Et quand je parle de la communauté internationale, il faut être quand même assez précis parce que là, c'était une proposition beaucoup plus occidentale qu'autre chose. D'ailleurs, il faut voir que la question de la Libye, on a éloigné pas mal d'agendas, principalement l'agenda africain qui n'avait pas son mot. Il y avait énormément de malentendus concernant la gestion de la question libyenne sur le plan des Nations Unies en autorisant des interventions militaires complètement destructrices. Et même aujourd'hui, ces intervenants qui représentent la communauté internationale ne respectent en rien les réalités et même les décrets imposés par cette communauté. Est-ce qu'on peut nommer, parce que quand vous dites communauté internationale qui ne respecte en rien, on aimerait bien avoir des exemples de pays justement qui ne respectent en rien la volonté du peuple finalement libyen.
Tous les pays, d'ailleurs, prenons juste les pays occidentaux, d'ailleurs, dont on peut parler clairement sans problème, parce le grand problème aujourd'hui, c'est que traiter de la question libyenne relève aussi d'un certain nombre de sensibilités. On sait très bien, tout le monde sait qui intervient sur la scène libyenne, mais on ne peut pas parler clairement et librement de ces agendas extrêmement contradictoires. Alors, principalement de ce monde occidental qui accepte quand même une sorte de liberté de gestion de cette scène, on voit très très bien que même les forces européennes, occidentales, que ce soit, voilà, déjà il y a une grande contradiction entre l'Italie et la France concernant la gestion de cette question. La Grande-Bretagne a intervenu à un moment au niveau et aux côtés de la France. Aujourd'hui, elle se met en retrait. On ne comprend pas très très bien la position des États-Unis vis-à-vis de cette zone. Et puis, on n'arrive pas encore à comprendre quelques contradictions, principalement avec la Turquie, qui est un acteur extrêmement puissant, principalement pour supporter Tripoli, qui est membre de l'OTAN, qui est supposé être un acteur pro-occidental, mais qui est plus ou moins dans des contradictions avec la Russie, qui intervient au niveau de la zone Est, avec des alliés arabes qui sont supposés être pro-occidentaux. Donc, je crois que la scène libyenne est dans une sorte de, comment dirais-je, une sorte d'auberge espagnole où on y trouve que ce qu'on y amène. Et on n'y amène que des contradictions et des problèmes et des agendas des autres qui vont être gérés à travers les questions libyennes, à travers les agents libyens qui sont en train de payer le prix de rivalité externe. D'ailleurs, le grand problème aujourd'hui de la Libye, c'est que, à part le fait que c'est un pays nord-africain extrêmement important pour les pays du Maghreb, d'ailleurs, qui sont extrêmement absents de la scène ou en totale contradiction pour la gestion de cette question, la Libye est un acteur extrêmement important à l'est de la Méditerranée et du centre de la Méditerranée et aussi du Sahel-Sahara. Donc, toute continuité d'instabilité de cet espace va toucher pleinement les contradictions stratégiques qui minent aujourd'hui l'est de la Méditerranée et principalement entre l'Égypte, Israël, la Grèce et la Turquie, et une présence extrêmement forte, revenue d'ailleurs sur l'espace, celle de la Russie à travers la Syrie. Et d'un autre côté, on sait très très bien que toute insécurité libyenne va augmenter déjà la situation d'insécurité chronique au Sahel-Sahara. Et d'où l'implication du Maghreb qui risque d'être touché aussi. Bien sûr, et d'où l'implication du Maroc dans ce processus de sortie de crise en Libye. Aziz Saïdi, on parle de risque, de risque accru, de reporter ce scrutin. Et justement, c'est pour ça que, on l'a vu il y a quelques instants, il y a eu cette réunion, cette conférence internationale de Paris, tenue il y a tout juste un mois, où justement une trentaine de pays internationaux, dont le Maroc, ont soutenu la tenue de ces élections à leur date prévue. Vraiment un vrai risque d'embrasement. Et si oui, que peuvent faire finalement l'inaction, a parlé Sish Graoui a parlé de l'inaction des pays du Maghreb. Ce n'est pas le cas, bien sûr, pour le Maroc. Mais que risque un nouvel embrasement en Libye pour le reste des pays de la région ? Oui, tout à fait. Enfin, la Libye est un pays géostratégiquement très important. Il est maintenant au centre de plein d'agendas qui sont contradictoires, comme le disait professeur Chegraoui. Et plus que ça, enfin, on peut le voir juste pour l'exemple de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, où on n'arrive pas à se mettre d'accord à un remplaçant pour Yann Kubis. On voit que grosso modo, le pôle occidental avec les États-Unis, la France et le Royaume-Uni serait pour un représentant soit américain, soit européen. Le pôle africain qui lui dit que c'est un pays africain, que l'Afrique devrait être au cœur de la solution libyenne et donc pourquoi pas un envoyé spécial libyen. La Russie qui, pour sa part, soutenue en sous-main par la Chine, qui joue sur cette fibre-là et qui plaide pour un envoyé spécial qui soit arabe ou africain. Donc rien que pour la question de l'envoyé spécial, on voit qu'il y a des agendas différents. Et puis la
Libye est maintenant, enfin, on le voit depuis des années. La Libye est au cœur du problème, par exemple, des migrations vers l'Union européenne, mais aussi c'est la porte du Sahel qui sécuritaire très très important. Donc la situation est très explosive. Malheureusement, sur le terrain, comme au niveau de la communauté internationale, il n'y a pas de consensus. Comme vous l'avez dit, le Maroc a fait des efforts dans ce sens pour accueillir tous les belligérants libyens. Il n'a jamais pris parti pour l'un ou l'autre. Il a toujours essayé d'être au cœur d'une solution qui soit juste pour tous. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on le voit, il y a certains pays qui soutiennent par exemple Khalifa Haftar, et puis d'autres, les Occidentaux, qui soutiennent le gouvernement de Tripoli. Le Maroc a lui joué justement la carte de la médiation sans sous-entendu. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même à souligner. Maintenant, la situation, c'est clair qu'elle risque d'être très explosive, surtout si on va vers ces élections de manière forcée. Et si les uns ou les autres s'estiment lésés, avec peut-être un résultat qui ne serait pas admis par tous. Maintenant, pour sortir de cet imbroglio qui prend une dimension internationale, je pense que la clé est dans le terrain. Et sur le terrain, on le voit, le territoire libyen n'est pas sécurisé. Il n'y a pas, à proprement dit, d'État libyen pour l'instant. Et que le problème, c'est qu'on va vers une sorte de balkanisation de la Libye, avec chaque parti, enfin chaque agenda international ou chaque puissance internationale qui essaie de jouer à fond ses cartes. Et généralement, on le voit on l'a vu dans d'autres conflits, à la veille d'une solution, il y a toujours tout le monde qui essaie de grappiller encore plus de terrain, ou essayer d'avoir des cartes maîtresses pour pouvoir imposer son agenda. Et ça, c'est malheureux pour la Libye, mais aussi pour toute la région, car comme l'a dit le professeur Chegraoui aussi tout à l'heure, le Maghreb s'en trouve aussi affaibli, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, la région du Sahel qui est en proie à une insécurité croissante, et on en parlera tout à l'heure avec des pays comme le Mali. Et juste un dernier mot, enfin, par rapport à la région et par rapport à la sous-région du Sahel, le président Bazoum, le président nigérien qui est à l'ONU, qui s'est exprimé à l'ONU, lui a plaidé la semaine dernière pour un report, et il vient de plaider pour la tenue de l'élection. Donc voilà, donc la situation est très très compliquée, et on voit que même les mêmes partis peuvent changer très très vite de position. Pourquoi, selon vous, Aziz Saïdi, quels sont les éléments qui font que il y a des changements de situation? Bon, vous avez évoqué à très juste titre l'exemple du président nigérien, mais il n'est pas le seul, parce qu'au sein même des factions libyennes, il y a des retournements de situation brusques et j'ai envie de dire même brutaux. Pourquoi? Quels sont les... Quelle est puisqu'il y a une partie tierce, certainement, et comment ces ficelles sont-elles tirées finalement? En fait, on a l'impression que chaque parti qui croit qu'elle a des chances dans ces élections, elle dit qu'il faut y aller. Et quand elle sent que le tapis est en train de se retirer sous ses pieds, là, elle joue la carte du report. Et donc, c'est vraiment une sorte de partie de poker menteur pour savoir qui veut y aller ou pas, parce que finalement, ceux qui veulent y aller, c'est ceux qui ont les garanties de pouvoir passer. Oui. Certainement. Bon, alors on parle à présent de l'ONU, l'émissaire onusien, professeur Chegraoui, l'émissaire onusien pour la Libye, Yann Kubissa, a jeté donc l'éponge il y a quelques semaines. Il a été remplacé par Stéphanie Williams. Déjà, est-ce qu'on en sait un peu plus de la raison de ce retrait de l'émissaire onusien pour la Libye, avant de parler de sa remplaçante? Non, en fait, rien n'a filtré, et l'excuse présentée est sûre et certain qu'elle n'est nullement valable dans la situation. Mais ce qui est sûr, c'est que quel qu'il soit le représentant, il est aujourd'hui extrêmement difficile et presque impossible
de pouvoir dire qu'un envoyé spécial a les moyens et les outils de gérer cette situation. Principalement, déjà, il y a le fait qu'on ne peut pas gérer la question libyenne, la comprendre, intervenir sur la scène libyenne tout en restant à Genève ou en voyant les choses de loin et principalement de cette belle ville suisse. Et c'est ça un peu le plus grand problème, c'est que les acteurs internationaux et principalement les Nations Unies n'ont pas les mains ni les coudes franches au niveau de la Libye et que tous ceux qui s'immiscent ou qui essaient d'intervenir sur la scène libyenne, d'un côté, manque d'expertise concernant les rapports et les contradictions inter- et intra-libyennes, d'un autre côté, ils n'arrivent pas à suivre, et même s'ils ont une certaine expertise, n'arrive pas à suivre les changements de paradigme, de position et de positionnement. D'ailleurs, je suis totalement d'accord avec ces idées en ce sens-là. Et on va très bien. Les gens changent facilement de position au niveau de la Libye. Tout cela au regard des intérêts des uns et des autres et des alliances qui se font et qui se défendent du jour au lendemain. Le grand problème aussi, c'est que, d'ailleurs, là, j'aimerais bien reprendre l'exemple du président Bazoum. Il faut dire aussi que beaucoup de pays du Sahel ne sont pas, ils n'ont pas vraiment les coups de franche concernant l'intervention en Libye du moment, qui sont liés à d'autres agendas occidentaux qui sont beaucoup plus imposantes sur la scène. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain que il n'y aura pas d'élection ni de sécurité si les principaux belligérants n'arrivent pas à imposer leur diktat. Et dans ce cadre-là, ça va être une insécurité chronique, principalement entre l'Est et l'Ouest, avec un Sud qui va jouer l'équilibriste presque éternellement, et des Nations Unies qui ont des déclarations mais qui ne sont nullement respectées par les instances internationales et principalement par le groupe occidental qui est en contradiction interne terrible. Et bien sûr, il y a l'ensemble des autres acteurs qui essaient de gérer leurs contradictions dans cet espace. Mais le grand problème reste aussi une incompréhension presque totale et générale de ce qui se passe réellement au sein de la Libye, parce que c'est plus qu'un problème politique, c'est plus qu'un problème culturel, c'est un problème d'égo personnel entre des personnes, c'est un problème historique et on le voit très très bien aujourd'hui, comment des anciens de Kadhafi retournent en force sur la scène, comment des tendances culturelles et sociales arrivent à s'imposer dans un pays qui a vécu ce qu'on a appelé le gouvernement de masse avec la Jamahiria, où on a détruit tout sens d'appartenance à une nation édifiée et qui était quand même l'exemple dans les années 50 d'une gestion fédérale extrêmement intéressante. Mais je pense que ce pays va avoir beaucoup de mal à revenir à l'une des situations, soit la situation qui prévaut avant 69 et qui a été détruite par Kadhafi, c'est-à-dire un système fédéraliste, monarchique, mais qui était assez bien tenu et qui a pu gérer les contradictions internes de la Libye, ou à un système de gouvernement de masse qui a donné l'illusion d'une union, mais qui n'en a jamais été une. Alors aujourd'hui, il va falloir essayer de développer une nouvelle approche et une nouvelle intelligence au niveau de la Libye. Peut-être ce n'est pas le cas que de la Libye. Le Maroc. Oui, je vous laisse finir peut-être votre idée par rapport à ce que fait le Maroc pour qu'on passe à la deuxième partie. Oui, mais déjà parce que le Maroc a eu l'intelligence de pouvoir gérer cette question de manière à pousser les Libyens à penser en intelligence collective et à penser eux-mêmes à leurs questions. D'ailleurs, il y a quelque chose que toujours disait le ministre des Affaires étrangères marocain, M. Nasser Bourita, c'est le fait que l'ensemble ou la majorité des acteurs qui interviennent sur la scène libyenne y interviennent en utilisant la Libye comme un fonds de commerce. Et c'est ça le plus grand problème de la Libye. Certes, le Maroc a présenté un modèle extrêmement intéressant qui est très apprécié d'ailleurs par les Libyens, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest. Mais le problème, c'est que même cette position marocaine, elle a été presque toujours
très mal vu par nos voisins et même par un certain nombre de nos partenaires occidentaux, qui sont toujours dans cette quête de défendre leurs intérêts et beaucoup plus ce fonds de commerce en Libye que ce que propose le Maroc. Et je pense que le retour au modèle proposé par le Maroc, certes, on pourra toujours le développer, serait à même d'être un moyen de développer une intelligence locale, nationale et interne libyenne au lieu de leur imposer des modèles venus d'ailleurs. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui ont poussé plusieurs voix à s'opposer à la tenue de ces élections le 24 décembre. Et vous parliez de la compréhension de la situation en Libye. Soit-elle d'ailleurs, c'est le cas également dans la région du Sahel, qu'à un moment, il faudrait peut-être laisser aux principaux concernés l'espace et surtout le champ d'action pour décider de leur propre avenir. Khalid Chegraoui, Aziz Saïdi, restez avec nous. Nous allons enchaîner avec vous dans la deuxième partie qui concerne cette fois la crise au Mali, mais aussi en Guinée. À tout de suite. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Dakar Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute African Center for Peace Studies. Bonsoir, professeur Samb, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Donc, bien sûr, le sujet principal, c'est la tenue de ce 60e sommet de la CEDEAO. Selon vous, quels sont les sujets, avant de parler de la Guinée et du Mali, quels sont les sujets qui ont prévalu lors des discussions de ce sommet des dirigeants de la CEDEAO? Merci. Ce sommet s'est tenu à Accra avec la présence de tous les chefs d'État, avait un cachet particulier une semaine ou quelques jours après la rencontre qu'il y a eu à Dakar sur les questions sécuritaires touchant la région, mais sur les questions politiques. Il a été question du vaccin, mais certainement tous les esprits étaient tournés vers la question de la transition, aussi bien pour ce qui concerne le Mali que ce qu'il en est aussi de la Guinée. Donc pour le Mali, donc une discussion a eu lieu sur la question de la transition, est-ce que les élections vont être menées à temps, mais aussi sur la question de la Guinée. Et deux décisions importantes ont été prises. On s'attendait, certains craignaient qu'il y ait des sanctions, mais finalement, il y a eu un petit statu quo, suite certainement à la réaction des autorités maliennes un peu à la veille de ce sommet-là. Très bien. Professeur Chegraoui, alors vous restez avec nous. Si on prend en considération, bien sûr, toutes les questions que nous avons discutées en première partie d'émission, que viennent rajouter les crises maliennes et guinéennes dans une situation déjà, j'ai envie de dire, de sable mouvant dans cette sous-région, et en l'occurrence, est-ce que les choses risquent, comme c'est le cas en Libye, risquent de s'envenimer davantage si les élections sont tenues, bien sûr dans le contexte dans lequel sont ces deux autres pays aujourd'hui? Au fait, vous savez, les choses sont effectivement liées par ailleurs. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué pour la Libye est aussi valable pour des pays de la région du Sahel-Sahara. Il faut rappeler aussi que dans ce cadre-là, les instances internationales, continentales et régionales n'ont jamais pu respecter leurs chartes et leurs décisions. D'ailleurs, on le voit très très bien aujourd'hui avec ce renouveau, ce retour sur la scène des coups d'État, malgré le fait qu'il y a une décision de l'Union africaine de couper court avec tous ces régimes, de ne point continuer à communiquer avec et de refuser tout régime imposé par la force des armes. Mais on arrive toujours à trouver des ententes, à discuter, à négocier des systèmes, des situations de transition qui ne font que éterniser ces systèmes venus au pouvoir par la force. Et parfois, on va tous accepter des stratagèmes de rendre ces systèmes, ou bien de donner juste à ces systèmes à l'origine militaire des boubous ou des djellabas civils. On l'a vu
en Afrique du Nord, comme on l'a vu au Sahel et Sahara. Et de là vient le plus grand problème. Alors, on a fermé les yeux sur ce qui s'est passé au Mali, on a fermé les yeux sur ce qui s'est passé au Tchad, et bien sûr, c'est tout à fait normal que la Guinée va s'imposer de cette manière. Et bien sûr, il va falloir attendre d'autres scènes. Donc déjà, il y a ce fait-là que l'Union africaine n'arrive pas à imposer ses propres prérogatives ni ses propres directives. Si l'Union africaine n'arrive pas à le faire, est-ce que la CEDEAO arriverait à le faire? C'est une institution... Alors, la CEDEAO, oui. La CEDEAO, c'est un tout petit peu plus compliqué. Revenons quand même un peu en arrière, avec un petit péché mignon pour l'histoire. En 2012, on n'a pas accepté, on a tout fait pour éloigner la CEDEAO d'intervenir sur la scène malienne à ce moment-là. Et c'est aujourd'hui où la situation est devenue extrêmement difficile, principalement sur le plan sécuritaire, où on voit que la question ne touche plus le Mali, ni l'espace des trois frontières, principalement Burkina, Niger et Mali. Aujourd'hui, le Bénin est touché. Avant, c'était la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, bien sûr, on n'en parle pas. Éventuellement, il se peut qu'il y ait des problèmes aussi au Cameroun. Donc aujourd'hui, et avec des situations où certaines forces occidentales, principalement la France, vivent des situations extrêmement difficiles vis-à-vis de sa présence, des moyens qu'elle met en place et des contradictions avec la société civile et autres, on voit très très bien qu'aujourd'hui, on recommence à faire appel à la CEDEAO. Et bien sûr, la CEDEAO, comme l'Union africaine, certes n'a pas les moyens de s'imposer ni d'intervenir, mais à mon avis, ça aurait été mieux de laisser quand même cette instance, principalement au début. Alors aujourd'hui, la situation est devenue extrêmement complexe, liée à une présence française sur le terrain qui est nécessaire stratégiquement, mais refusée par la société civile et acceptée par un certain nombre de gouvernements, avec des problèmes de communication à l'infini entre la France et entre ces sociétés et les gouvernements sahélo-sahariens, la présence de l'action onusienne, principalement de la MINUSMA, qui est liée à cette présence française. D'ailleurs, on sait tous que s'il n'y a plus de présence française, il n'y aura plus de présence onusienne, et bien sûr avec une forme de présence presque à l'oral des forces africaines, mais qui ne peuvent en aucun cas s'imposer dans ce terrain sans la présence de ces deux forces, la force onusienne et la force française. Et bien sûr, il y a le problème politique qui est l'essence même de la gestion de ce problème, que ce soit au Mali ou en Guinée ou par ailleurs. Et bien sûr, il va falloir encore retourner à la scène, comprendre les véritables visées, les véritables contradictions, parce que, vous savez, le Mali, c'est un peu la Libye, mais autrement. Ce n'est pas seulement une question d'une junte militaire qui est au pouvoir, c'est beaucoup de contradictions communautaires, c'est beaucoup de problèmes politiques, c'est beaucoup de problèmes économiques, et bien sûr, par-dessus le marché, il y a une absence réelle de l'État, et principalement des prérogatives régaliennes de l'État, où d'ailleurs le problème ne date pas d'aujourd'hui ni de 2012, c'est à partir de l'accord de Tamarast de 2005 où l'État a cessé vraiment d'être présent, et à ce moment-là, tout le monde a applaudi ce qui s'est passé. Le grand problème, c'est que les solutions qui sont pratiquées au Mali sont toujours venues de l'extérieur, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pu expérimenter des solutions internes ou régionales. Je donne juste deux exemples de la CEDEAO, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler à la CEDEAO. Il y a eu l'intervention de la CEDEAO, principalement avec l'aide du Sénégal, en Gambie. Et Dieu sait que jusqu'à aujourd'hui, certes, les choses ne sont pas au beau fixe, mais quand même, on a géré une situation de manière extrêmement positive jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu une autre intervention, certes terrible, celle de ce qui s'est passé à l'époque avec le Nigeria, principalement en Sierra Leone. C'était dramatique, mais quand même, il y a eu une stabilisation par la fête. Certes, le coût était extrêmement élevé. Alors, on a deux modèles avec des expériences différentes. Je pense qu'avec l'expérience de la Gambie et la sagesse du président Macky Sall, on a su résoudre un grand problème et on a pu bénéficier de l'expérience de l'époque de la Sierra Leone et du Libéria. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance au Mali, et on a laissé encore ce fait de guerre par proxy s'immiscer dans la zone.
dans la zone et rendre les choses encore un peu plus compliquées. Vous avez parlé, Khalid Chgraoui, de l'importance de la présence des forces françaises et onusiennes. Ma prochaine question est pour Aziz Saïdi. Avant qu'on revienne aussi à cet agenda de la CEDEAO et à ces mécanismes qui peuvent être déclenchés pour justement arrêter ou ne serait-ce que contrer cette menace terroriste grandissante, pourquoi, selon vous, Washington s'est opposé à la présence onusienne, à ce bureau onusien, bureau d'appui onusien du G5 Sahel? Pourquoi, selon vous, les États-Unis ne veulent pas de cela, ne veulent pas d'interventionnisme militaire, en l'occurrence, dans cette région? Difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, enfin, le G5 Sahel en lui-même, c'était une solution locale, et ça avait l'avantage d'être une solution qui était portée par les pays en local. Malheureusement, on n'a pas donné à cette force les moyens de pouvoir mener à bien sa mission, parce que le G5 Sahel n'avait pas tout simplement la force de frappe pour pouvoir contrer toutes les forces terroristes qui agissent, qui s'activent dans la région. Vous l'avez dit, en 2012, enfin, on est revenu à 2012. En 2012, l'intervention française a été saluée. Mais depuis, il y a eu une désaffection de la population même par rapport à ces opérations françaises. Et on l'a vu, enfin, quand Assimi Goïta a fait son premier coup d'État, on a vu qu'il y avait une sorte de ferveur populaire. Maintenant, parce qu'il y avait un souci. Le problème maintenant, c'est que on est en train de se diriger. Enfin, c'est pour ça la pression de la CEDEAO devient de plus en plus importante, parce que la situation perdure et la junte ne voulait pas donner jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, que professeur Sambel a rappelé tout à l'heure, samedi, le colonel Goïta s'est engagé en appelant personnellement le président Nana Akufo-Addo, s'est engagé à donner donc un calendrier précis très rapidement, ce qui a permis de ne pas rajouter de ne pas rajouter d'autres sanctions. D'ailleurs, on craignait à un moment donné une fermeture des frontières qui aurait été très dommageable pour la population. Je pense que la question maintenant, c'est que on voit que même la junte militaire n'a pas les moyens et n'a pas réussi à sécuriser la région, et n'a pas à sécuriser le Mali. On a vu qu'il y a eu des morts, et notamment des casques bleus qui ont été tués ces dernières semaines. Donc la violence continue. Maintenant, la solution, à mon sens, et encore une fois, je pense que à l'opposé ou à contrario de l'Union africaine, la CEDEAO a quand même réussi par le passé. Le professeur Chgraoui l'a rappelé notamment avec la crise gambienne, a réussi quand même à peser sur les choses et à trouver des portes de sortie. Malheureusement, la CEDEAO, elle n'est appelée qu'en dernier recours. Moi, je pense que la CEDEAO devait être associée à la solution dès le début. Maintenant, on essaye de faire revenir les civils à la gestion, que ce soit au Mali ou en Guinée. D'ailleurs, la Guinée se pose on va dire, quelque part, elle voit ce qui se passe au Mali, puis elle dit, vous pouvez pas m'imposer plus que vous avez déjà imposé au Mali. Donc c'est Exactement. Donc la situation reste complexe. Espérons que maintenant faut rappeler que la junte quand même au Mali a lancé des consultations nationales pour essayer de trouver déjà des solutions, et espérons que le Mali pourra organiser ses élections en février pour ne pas avoir à subir d'autres sanctions. Rappelons qu'il y a des sanctions qui touchent directement les membres de la junte et leurs familles, mais pour l'instant il n'y a pas de fermeture des frontières. Il n'y a pas de sanctions qui touchent directement les Maliens, des sanctions économiques en l'occurrence, d'où cette fermeture des frontières. Est-ce que cela peut engendrer comme manque à gagner, notamment en produits de consommation ou même de circulation des biens, mais aussi des citoyens. Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute. Alors, d'abord une réaction par rapport à ce rôle que la CEDEAO est appelée à jouer, que ce soit dans la crise malienne ou guinéenne, mais de manière beaucoup plus globale, dans la lutte contre ces menaces terroristes rampantes. Comme vous le savez,
je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Le Mali traverse encore une crise de sécurité endémique. Je suis rentré de Bamako hier. Et la crainte, c'est que la CEDEAO, au début, soit en déphasage avec l'opinion publique malienne qui, tout en subissant des conditions sécuritaires draconiennes et de l'insécurité, avait peur d'être sanctionnée. Maintenant, on a coupé la poire en deux en mettant des sanctions ciblées contre les dirigeants et leurs familles. Absolument. Maintenant, la question de la CEDEAO, comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, aussi bien Khaled Chegraoui et que M. Saïdi, est devant un dilemme avec ce qui s'est passé, même avec l'Union africaine, avec ce qui s'est passé au Tchad, etc. Maintenant, il faudrait voir quel est le niveau d'appropriation des populations maliennes elles-mêmes de ce que la CEDEAO est en train de faire. La région est très, très, très sensible actuellement avec le désengagement français, notamment avec son redéploiement dans la zone des 3 frontières avec l'opération Takuba qui n'est pas encore vraiment opérationnelle. On est dans une phase ascendante de l'insécurité avec récemment l'attentat qu'il y a eu à Bandiagara et dans d'autres régions du pays. Donc nous sommes dans un contexte où il y a non seulement un hiatus entre les positions internationales, les positions de l'Union africaine, les positions de la CEDEAO et les perceptions locales de ces problèmes. C'est pour cela, lors du dernier forum de Dakar, il y a eu un débat assez vif. Et quand on a vu M. Bazoum, le président Bazoum, parler du Niger et des spécificités, et le président Macky Sall aussi parlait de cette absence de sécurité malgré les investissements massifs sur les dépenses sécuritaires. Je crois que la région est en train de vivre un tournant. Il faudrait, la CEDEAO, qu'elle se crédibilise de plus en plus face aux populations qui considèrent la CEDEAO parfois comme étant un syndicat des chefs d'État et qui ne défend pas peut-être forcément les intérêts des populations locales. Maintenant, il y a un double problème. Le Mali est dans une phase critique. Les élections, techniquement, ne peuvent pas s'organiser d'ici février. Ça, c'est une réalité. Nous avons récemment mené une étude qui s'appelle « La parole aux Maliens pour la réconciliation », qui montrait effectivement ce besoin de dialogue et de continuer les assises de la refondation. Mais en même temps, on voit que la junte s'agrippe sur ce calendrier-là pour rester un peu plus au pouvoir. Et on voit la même attitude en Guinée. Nous sommes dans une phase critique dans cette région-là. La CEDEAO doit retrouver sa crédibilité, de même que l'Union africaine. Et malheureusement, il y a eu les événements du Tchad qui font que les populations ont de moins en moins confiance aux instances internationales. L'autre chose qui a changé, sur laquelle je voulais terminer, c'est que les puissances étrangères, les partenaires internationaux n'ont pas plus seulement comme interlocuteurs les États, mais les sociétés civiles africaines sont en train de s'approprier la question sécuritaire et aussi bien critique sur la gouvernance sécuritaire, mais sur les interventions militaires, telles qu'on a vu l'interruption de convois au Burkina Faso, au Niger et dans d'autres pays. Je crois que c'est une phase assez critique où la communauté internationale doit essayer de sortir de ce conflit, de perception du conflit sahélien entre les perceptions ou la conception internationale et les perceptions locales. Mais tant qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, comme Khalid l'a dit, valoriser les stratégies endogènes, écouter le terrain et imposer sur ce terrain africain des stratégies pensées ailleurs mais imposées sur le terrain, ça ne marchera pas. Nous avons aujourd'hui pas moins de 20 stratégies Sahel. Toutes sont conçues à peu près hors du Sahel et sans les Sahéliens. Cela ne peut plus durer avec la prise de conscience des populations locales et la manière dont les gouvernants sont de plus en plus critiqués sur leur échec dans la gestion de solutions africano-africaines. Quel serait le rôle d'un pays africain comme le Maroc, qui est bien sûr l'un des pays les plus actifs au monde dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, qui est d'ailleurs même sollicité auprès d'instances internationales et de puissances internationales, notamment européennes et j'en passe. Comment peut-on mettre à profit cette expérience de lutte contre le terrorisme pour cette région, bien sûr, cette expérience marocaine de lutte contre le terrorisme pour cette région, Bakary Samb, pardon. Le Maroc a joué un rôle notamment dans la formation des imams, dans la lutte contre la radicalisation, avec ce que j'appelle la prévention de l'extrême violent, qu'il faut différencier de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme par des moyens militarisés s'attaque à des symptômes, s'attaque à l'élimination des cibles qui peuvent se régénérer. La prévention de l'extrême violent, comme le fait le Maroc et d'autres pays, s'attaque aux causes structurelles, idéologiques, économiques, etc. Je crois qu'on pourra, aujourd'hui, le G5 Sahel doit s'ouvrir à d'autres, pas en tant que membre, mais en s'inspirant de l'exemple de la solidité militaire
de l'armée sénégalaise, de l'expérience marocaine en termes de formation des imams, en termes de lutte contre la radicalisation, de l'Algérie aussi qui a une expérience depuis les années 90, mais aussi d'autres pays de la région qui, je pense, doivent être dans une forme de synergie pour mieux aider cette région à sortir de cette crise-là. Merci. Je pose la même question à mes deux autres invités pour clore cette discussion. Je commencerai par vous, professeur Chgraoui. Oui, alors dans ce cadre-là, moi je dirais aussi que effectivement les rapports interafricains en général sont à même de régler pas mal de situations et pas mal de problèmes. Et faisons confiance à l'intervention africaine et surtout faisons confiance à la jeunesse africaine. D'ailleurs, comme Bakary l'a si bien dit, aujourd'hui il y a une société civile extrêmement dynamique qu'il faut quand même écouter parce que c'est là où réside le problème, c'est que les gouvernements en Afrique qui sont assez responsables d'ailleurs de ce qui se passe et non pas seulement les agendas étrangers, ne sont pas à l'écoute de leur société et ne sont pas à l'écoute du devoir de l'État dans ses fonctions régaliennes, non pas seulement sécuritaires, mais aussi économiques, culturelles et autres. Et dans ce cadre-là, moi je pense que le Maroc peut jouer énormément de rôles, principalement dans le passage d'un certain nombre de relais d'expertise. Et d'ailleurs, juste pour parler du Mali, juste avant le Covid, on était là-bas lors du forum de Bamako, Bakary se rappelle très très bien, et on a eu une séance extraordinaire avec les autorités maliennes, principalement dans la question de la centralisation et la décentralisation. Et à ce moment-là, on a très très bien vu que les situations se ressemblent, les expériences sont à même de se dupliquer d'un pays à l'autre. Et je pense que en tant que pays africain, en tant que pays avec des relations historiques extrêmement profondes avec son environnement continental, on est à même de pouvoir générer des expériences en commun et les appliquer en commun pour le bon, pour tout ce qui est positif pour nos sociétés. Un dernier mot, Aziz Saïdi. Un dernier mot, la réponse pour moi pour la lutte contre le terrorisme, elle est multidimensionnelle. Et comme l'ont rappelé mes collègues, je pense que de ce point de vue-là, il faut prendre le meilleur de toutes les expériences. Le Maroc a beaucoup à apporter de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut répandre, parce que j'étais aussi au Mali en 2017 pour un forum d'investissement que j'avais modéré, et justement la question économique était au cœur des préoccupations. Parce que ces populations, pour qu'elles ne soient pas tentées de glisser vers le terrorisme, il faut une réponse, bien sûr, comme l'a rappelé le professeur Samb par rapport à la formation des imams et aller aux causes, mais aussi il faut garantir les moyens de subsistance et les moyens de développement. Mais il y a aussi une réponse militaire, une réponse par la force qu'il faut aussi invoquer pour pouvoir éliminer les cibles qui s'activent sur le terrain. On a vu que le retrait français a laissé un vide et que maintenant il faut combler ce vide. Il faut combler ce vide et il faut surtout, je rejoins ce que disaient vos invités, il faut surtout écouter les populations locales, écouter leurs soucis et essayer de trouver la solution avec eux. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci Aziz Saïdi, Bakary Samb et professeur Khalid Chgraoui. Merci d'avoir apporté vos éclairages à ces deux sujets aussi importants l'un que l'autre pour l'avenir et la sécurité de cette région et de ce continent. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.